Très bien. Et j'essaie de mourir, donc c'est la suite. Eh bien, nous avions le docteur Luc Jean-Jean pour tout ce qui est accompagnateur et notamment psychologue. Vous en avez touché deux mots tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur les accompagnateurs, docteur Jean-Jean? Oui, alors nous, l'accompagnement, encore une fois, sur le côté psychologique, bon, nous, c'est tout confort parce que là, on a une psychologue spécialisée sur site. Et je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, qui est très important, sur l'incompréhension parfois des familles sur la déficience visuelle, puisqu'en fait, quand on est en fauteuil ou quand on est totalement aveugle, bon, bah, on voit très bien ce que peut ressentir le patient. Euh, le problème est pour la déficience visuelle, où en fait, on va par exemple avoir donc dans le Leber le scotum sécocentral et pourtant un patient qui va se déplacer assez correctement. Et souvent, je vais avoir des patients qui vont me dire, mais ma famille ne comprend pas ce que j'ai. Et en fait, que ce soit pour la DMLA, les rétines pigmentaires, le Leber. Et donc, on a développé une solution en réalité virtuelle où on va simuler le déficit visuel du patient. Donc ça, c'est une idée qu'on a eue il y a 5-6 ans. C'est dérivé d'un programme qu'on utilise nous ici à la Ramave, où en fait, sur des journées de liaison, la famille vient voir le travail qui a été fait, vient voir les rééducateurs et voit ce qui se passe à la clinique. Et au cours de cette journée de liaison, certains patients demandent un essai donc, du coup, de réalité virtuelle, où c'est un simulateur de basse vision où je programme dans le casque le déficit visuel du patient. Et c'est vrai qu'on a souvent des réactions assez surprenantes de la famille qui me dit, mais on ne s'imaginait pas ce que c'était. Et effectivement, quand on simule un scotum central ou quand on simule un champ visuel qui est à 5 degrés, c'est assez spectaculaire. Et là, je l'ai fait pour la dernière fois il y a la semaine dernière, où en fait, c'était une rétine pigmentaire, donc avec une patiente très, très performante, très adaptée à son déficit, mais évidemment en difficulté sur certaines activités. Et quand j'ai fait essayer le casque au mari, il s'est tourné vers moi et il a dit, mais je ne pouvais pas savoir à quel point ça pouvait être handicapant. Voilà, donc, c'est vrai que l'idée de l'incompréhension des collègues ou de la famille, ça peut être un gros problème. Et c'est à ça qu'on travaille aussi, c'est-à-dire de l'information sur ce que c'est que la déficience visuelle. Activé. Très bien. Merci, docteur Jean-Jean. Alors, c'est aussi le cheminement psychologique qui est celui du vieux malade après l'annonce du diagnostic et sur lequel la psychologue avec qui vous travaillez, alors pardonnez-moi, je n'ai pas son nom en tête, mais Et accompagne. Elisabeth Reynaud. Oui. Et donc, il y a ce chemin d'accompagnement qu'on identifie, qu'on compare souvent à un chemin de deuil. Oui, c'est tout à fait ça. Et on voit qu'en fait, ici, il y a une phase de transition. Et là, on accompagne beaucoup les patients, c'est au début, en fait, puisque les 15 premiers jours à la clinique, en général, sont assez difficiles parce qu'en fait, un patient qui est déficient visuel va éviter certaines situations à risque, ne va pas se confronter, évidemment, il ne va pas se mettre en danger, et c'est tout à fait logique, c'est normal. Et nous, pendant les 15 premiers jours, justement, on va aller exploiter et explorer le potentiel visuel restant, résiduel, et du coup, mettre le patient face à ces difficultés visuelles. Et c'est vrai que je préviens les patients, au début, c'est un peu violent. Le patient, en plus, il est hospitalisé, il est en dehors de ses repères. On le met, nous, on le confronte face à ces difficultés pour aller voir effectivement les capacités d'adaptation et voir ce qui a été mis en place. Et là, la psychologue a un rôle très important d'accompagnement, c'est-à-dire que là, le travail peut commencer. Voilà. Et donc, le travail du début, il sert essentiellement à ça, où le patient souvent va parler aussi du deuil de sa vision, de son travail, de la conduite, parce que ça aussi, c'est un gros sujet. Et puis, au fur et à mesure de la rééducation, on va avoir plutôt une projection vers le futur, de savoir ce que le patient va être capable de faire. Et c'est la projection vers le futur et on voit cette transformation au fur et à mesure de la rééducation. Voilà. Alors, tous les patients ne demandent pas. C'est vrai que moi, je pensais que effectivement tous les patients pourraient demander au moins une consultation avec notre psychologue. Et en fait, ce n'est pas choisi systématiquement. Voilà. Donc, il y a des patients qui n'en éprouvent pas le besoin, mais quand même, la majorité de nos patients vraiment
on va dire au niveau du rythme, ça c'est très variable, mais par contre, rencontre notre psychologue, voilà, ou pour les faire passer par tout ce cheminement. Et c'est vrai qu'elle peut travailler sur du temps long, puisque, encore une fois, les séances, hein, ici, notre programme, on a des programmes de 2 à 6 mois, donc c'est vrai qu'on a le temps de travailler, notre psychologue peut accompagner nos patients assez efficacement. J'avoue. Alors, on va lancer un temps de questions-réponses. D'ailleurs, on a une question dans le chat. Alors, peut-être qu'avant de la poser, bon, j'ai une question qui vient en complément de ce que vous venez de dire, docteur Jean-Jean. Vous parlez d'un suivi au long cours. Donc, la personne qui n'habite pas l'Occitanie, je suppose que l'hospitalisation ne dure pas 6 mois, ou peut-être que si, Ah hein, si, après. si. Le patient reste… Alors, il reste 6 mois, mais il y a des coupures. C'est-à-dire que Oui. le patient peut partir un week-end sur 3. Là, les transports ne sont pas pris en charge. C'est le patient qui rentre chez lui s'il le désire, mais c'est autorisé une fois sur 3. Et il y a les vacances où on ferme en fait une semaine à Noël et un mois l'été. Voilà. Sinon, un patient qui est là 6 mois, c'est de l'intensif. Et donc, il reste chez nous la durée de son séjour, hormis quelques retours à la maison si besoin. Voilà, mais ce n'est pas systématique. Et en tout cas, si le patient désire rentrer chez lui, bien sûr, il n'y a pas de souci sous la réserve que ça ne dépasse pas un week-end sur 3. D'accord. Et donc, pour les patients qui ont besoin d'un suivi en rééducation basse vision moins long, sur un temps moins long, le temps du suivi psychologique est lui parfois beaucoup plus long. Donc, est-ce que c'est possible de continuer à Oui, ben distance nous c'est clair qu'en fait, nous, on ne fait pas de suivi à distance. Ce qu'on fait, c'est on fait des évaluations à distance. C'est que là, on va mettre en place en fait, le bilan 1330, qui est le questionnaire de qualité de vie. En fait, on le fait au début, on le fait à la fin. Donc, on voit le gain significatif entre le début et la fin de la rééducation. Et ça, on le mettra en place à 6 mois pour voir effectivement si les résultats tiennent bien le coup. Et si les résultats chutent, on va essayer d'analyser pourquoi ça chute, chez quel patient et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer de pérenniser ces résultats long cours. Mais par contre, nous, l'après-ARAMAV, il est très important, c'est que nous, ça, c'est le travail de nos assistantes sociales qui organisent le retour soit au domicile ou en foyer, en fait, sur le lieu de vie, en essayant d'organiser un réseau autour du patient s'il n'existe pas, que ce soit psychologue, rééducateur, etc., pour que tout ce qu'on a mis en place, bah, ça puisse continuer en fait à fructifier chez le patient. Mais effectivement, pour nous, l'après-ARAMAV est très important. Parce que si le patient ne pratique pas, ne met pas en pratique, il perd très rapidement. C'est un point important du travail. C'est ça. Et c'est intéressant, oui, comme vous le présentez, effectivement, ce suivi. Merci. Et la question suivante, Alors elle oui, est j'enchaîne technique. rapidement. Alors, on avait une question Olga. Donc, ça, c'est pour Jacques notamment. Olga peut-elle servir de GPS pour se déplacer en ville? Sinon, quel serait le GPS le plus adapté? Non, parce que je pense pas. Olga, c'est une plateforme de mise en communication. Donc, en fait, on appelle Olga, on appelle la plateforme et on lui demande ce qu'on veut obtenir. Mais c'est pas enfin, maintenant, c'est un smartphone performant, hein. Donc, si on désactive la partie Olga, on a le smartphone, mais on peut pas lui dire. Enfin, c'est inconcevable. On peut dire au smartphone, emmène-moi à tel endroit ou donner la destination et après, le GPS du smartphone va dicter s'il y a une application adéquate le déplacement. Mais par contre, ce n'est pas l'interface Olga qui va faire le boulot. Par contre, avec les smartphones spécialisés, comme il y a le Smart Vision 3 qui vient de sortir, donc qui est avec Android 11. On est sur Android 13 actuellement. Donc, Android 11, c'est quelque chose de performant. On a effectivement un GPS et une interface vocale relativement facile d'accès. Donc, c'était une question de Madame Vauclair. Et donc, ça, pour vraiment des conseils et une orientation, je pense que Jacques peut reprendre contact avec vous pour question de tout ce qui est matériel adapté pour vos enfants, hein. Nous avions une deuxième question. L'entreprise où on travaille peut avoir des aides pour notre confort au travail. Est-ce que l'entreprise doit mettre en place des aides pour Oui. le confort?
Bon, donc j'ai un petit peu parlé tout à l'heure des aménagements de postes de travail. Donc il y a des SAE, des services d'aide, des services d'appui à l'emploi un petit peu partout qu'on peut contacter. Alors là, c'est toujours pareil, la difficulté, c'est de trouver les entreprises, mais quand vous êtes, de trouver les associations, mais quand vous êtes dans un emploi et que vous avez une baisse de vision, il faut passer par la MDPH pour avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ensuite, voir avec le médecin du travail, et c'est le médecin du travail qui va faire la démarche des adaptations et qui va vous donner peut-être les contacts avec quelqu'un. Au niveau des aides, il peut y avoir des aides, on peut solliciter, si on est dans une entreprise privée, on peut solliciter la GFIP, puisque c'est la gestion du fonds comment ça s'appelle, des entreprises qui n'ont pas leur quota, n'ont pas le quota de travailleurs handicapés, ils doivent payer une taxe qui est gérée par la GFIP. La GFIP a pour tâche à la fois d'assurer l'information des personnels en situation de handicap et de mettre en place des aménagements de postes de travail. Donc, si c'est une entreprise privée, il faut prendre contact avec la GFIP. Si c'est une entreprise publique, il faut prendre contact avec le FIPHFP. C'est la même chose, mais pour l'emploi public, c'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas moi, dans la fonction publique hospitalière ou dans la fonction publique territoriale, il peut y avoir intervention du FIPHFP pour aménager le poste de travail. L'entreprise touche des subventions par rapport enfin, l'entreprise c'est pas l'entreprise en fait, c'est la personne en situation de handicap qui va être équipée avec du matériel qui convient à ses difficultés. C'est-à-dire que tout à l'heure, je citais Fusion, c'est un logiciel spécifique, mais le jeune homme auquel je pense, il a un équipement avec 2 écrans 27 pouces, et puis avec le logiciel Fusion qui fonctionne bien. Et il y a eu une intervention du service d'appui à l'emploi pour créer des scripts pour le logiciel de gestion de l'entreprise, pour lui permettre de tolérer le lecteur d'écran et l'agrandisseur d'écran, parce que le logiciel n'était pas compatible et accessible aux outils de compensation. Voilà, donc mais je pense qu'il faut interpeller à la fois le DRH ou chef d'entreprise, ça dépend de la taille de l'entreprise, et interpeller le médecin du travail, et puis trouver des associations qui soient sensibilisées à l'appui à l'emploi au niveau de la région. Je vais activer. Merci Jacques. Donc là, pareil, il y a des points qu'on ne va pas réussir à développer complètement ce soir, mais évidemment, Ouvrir les yeux est à votre écoute pour des questions plus personnalisées et puis une réponse qui le sera aussi.